En 2021, je vendais 20% de ma boîte pour 30 millions de dollars. J'ai jamais partagé les coulisses de ce deal, donc j'ai envie de le faire aujourd'hui. Je vois beaucoup de conneries circuler sur comment lever des fonds, etc. Et surtout à différents stades. Et donc j'ai envie de partager avec vous un petit peu tout ce qui a marché, pas marché, ce que j'aurais potentiellement fait aussi différemment. Donc pour plus de contexte, c'était en 2021, donc un contexte économique où en fait tu as les banques qui prêtent de l'argent à des taux très faibles. Et quand les banques prêtent de l'argent à des taux très faibles, évidemment, il y a beaucoup plus de cash pour les VC, puisque en fait, la banque ne te rémunère pas énormément quand tu laisses ton cash sur les comptes. Et donc aujourd'hui, tu vois, typiquement, c'est un peu l'opposé. Tu peux être rémunéré aux US, par exemple, à 4-5% lorsque tu laisses de l'argent sur des comptes à terme, alors que à l'époque, si tu gagnais 1 ou 2%, c'était le max, quoi. Donc, s'il y avait une dynamique qui était quand même assez forte. Et la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est parce qu'en fait, ce deal de vendre 20% de la boîte pour 30 millions, c'est un deal qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'aucune startup ne l'avait fait comme nous, on l'a fait. Pour donner encore un peu plus de contexte, en startup, tu as ce qu'on appelle la voie un peu traditionnelle des levées de fonds, où tu passes par du VC ou par du coup du gros equity. Et dans ces cas-là, en fait, les levées de fonds, elles sont essentiellement par ce qu'on appelle du primaire. Donc le primaire, ça veut dire que l'argent arrive directement dans la boîte et pas sur ton compte en banque perso en tant que fondateur. Et là, dans notre cas, puisque à l'époque, on était 3 associés, mais 2 associés ont pris chacun 10 millions et moi aussi, et ensuite ils sont partis. Et en fait, ça, c'était un truc qui existait vraiment pas pour des startups. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du secondaire. Le secondaire, c'est quand tu vends tes parts directement en cash. Et pourquoi en fait le secondaire n'existe pas ou n'existait pas à l'époque ou très peu. En fait, c'est parce que les fonds d'investissement, les VC, ce qu'ils voulaient, ou en tout cas la narrative qui poussait pendant des années, c'était on veut que les entrepreneurs aient ce qu'on appelle du skin in the game. Donc en fait, ils disent que ils veulent pas que tu t'enrichisses trop parce qu'ils veulent que toi, en fait, ton seul objectif, ça soit de faire en sorte que ta boîte, elle vaille potentiellement des centaines de millions et que ça soit ta seule façon de t'enrichir. Et la raison pour laquelle ils font ça, ou en tout cas ce qu'ils ont en tête, c'est de se dire, bah, si toi tu es all-in sur ta boîte, je sais que tu donneras le maximum de ton potentiel pour faire en sorte qu'elle marche, et donc mon investissement est entre guillemets plus safe. Sauf que ça, en réalité, c'est des conneries, parce que moi, je suis persuadé qu'en fait, lorsque tu dérisques, lorsque tu vends des parts de ta boîte, bah, potentiellement, tu es encore plus ambitieux et ça marche aussi très bien. Par contre, pour les fonds, c'est vrai que tu vois, de dire un fonds en fait qui investit, mettons, 30 millions et qui dit tout l'argent est parti chez les founders et 1 an ou 2 ans après, la boîte elle se casse la gueule, bah, c'est sûr que leurs LPs, donc les limited partners, ceux qui investissent dans les fonds, ils vont dire mais en fait vous gérez l'argent n'importe comment et donc ça met plus de pression. Alors que lorsque tu investis et que l'argent va directement sur la balance sheet de la boîte, bah, en fait tu te dis ok, la boîte, techniquement, elle a assez de cash pour survivre, elle va pas faire potentiellement trop de conneries, et en tout cas, mon investissement, il est un peu plus safe. Donc ça, c'était leur raisonnement. Et moi, je suis arrivé, en fait, en cassant totalement les codes, puisque, en gros, on avait une croissance qui était vraiment exponentielle avec l'Emlist, et par conséquent, bah, en fait, j'étais en charge des termes que je voulais avoir. Et moi, ça m'intéressait pas du tout d'avoir de l'argent sur la balance sheet de l'Emlist, puisque en fait, on faisait déjà suffisamment de profit. On est une boîte rentable qui grossit très vite. On n'avait pas besoin de plus d'argent. Ce dont on avait besoin, c'était dérisquer, donc prendre du cash en perso. Et donc, du coup, c'est là où je vais casser un peu les mythes pour faire ce deal, ce qui est quand même assez fou. Je n'ai utilisé ni pitch deck, ni business plan. Donc ça, tu vois, c'est déjà un truc que je vois souvent passer où les gens ils disent « Ah, il faut à tout prix un pitch deck, à tout prix… » Non, moi j'avais fait juste un document Notion qui était très simple avec en fait le partage des chiffres mois par mois. Donc oui, il y avait un Excel évidemment avec les chiffres parce qu'il fallait les chiffres. Mais à côté de ça, il y avait ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire et potentiellement notre objectif, tu vois, sur les 3 à 5 ans, mais rien de très complexe. Et en fait, la façon dont j'ai structuré du coup
ce deal-là, c'est que quand j'ai vu qu'en fait, il y avait beaucoup d'investisseurs qui étaient intéressés, je me suis dit, il faut structurer de façon ultra sharp et précise. J'ai investi aujourd'hui dans environ, je sais pas, 30 boîtes, on va dire. Et c'est ouf à quel point les gens sont mauvais. Vraiment, genre les entrepreneurs sont nuls quand il s'agit de créer un vrai process structuré. Et je suis choqué vraiment par la nullité des gens. Des fois, j'ai envie de m'arracher la tête. Donc, je vais le partager aujourd'hui comme ça, ce sera clair. Quand tu veux lever des fonds, il faut dans un premier temps que tu aies sélectionné un pôle d'investisseurs. Donc, tu sais qui peut potentiellement mettre au terme que toi, tu as envie d'avoir. Ça, c'est step 1. Ensuite, tu contactes ces gens-là. Tu leur dis clairement ce que tu veux. Donc, nous, c'était, on veut faire un tour de 30 millions de secondaires. Valorisation pas encore définie. On parle avec quelques fonds. Est-ce que ça t'intéresse de rentrer dans ces discussions? Step 1. Step 2, la timeline. C'est un truc de ouf, les gens, comment ils sont mauvais, mais ça, c'est de la vente, c'est la base, c'est-à-dire la timeline, il faut que tu définisses clairement point A, point B, quand ça commence, quand ça termine. Donc, quand ça commence, donc là, la step 2, ce que je mettais, c'était à partir de la semaine prochaine, je vais prendre des calls d'introduction. Si tu es intéressé, voilà mes dispos, A, B, C. À partir de la semaine 2, si le call d'intro s'est bien passé et qu'on voit qu'il y a un premier fit, je partagerai la data room pendant une semaine ou 10 jours. Après ces 10 jours, il y aura une semaine pendant laquelle je reprendrai des calls pour répondre à toutes vos questions. Et la semaine d'après, ça sera la semaine où je récolterai les term sheets et je déciderai avec quel fonds j'ai envie de travailler. Process 4 semaines, ultra sharp, ultra précis. Et au moins, les fonds, ils ont des deadlines. Et ensuite, à la fin, tu leur mets, est-ce que ça vous va de travailler sur cette deadline? Les fonds qui te disent non, tu les jartes. Les fonds qui te disent oui, oui, pas de souci, et ben en fait, tu les prends. Et qu'est-ce que le fonds voit quand tu fais ça? 1, que tu es ultra carré sur tes process. 2, que c'est toi qui maîtrises le momentum. C'est des gens en fait qui fonctionnent qu'au FOMO. Les fonds, ils fonctionnent uniquement au FOMO. FOMO, Fear of Missing Out, donc la peur de rater le deal du siècle. Donc si toi, en gros, ta plus grande force, ça va être ton momentum. Et le momentum, tu le gardes uniquement si ta timeline, elle est prête et précise. Et ça, c'est un truc que la plupart des gens font pas et je comprends pas pourquoi. Et il y en a plein qui perdent des investisseurs à cause de ça. Tu sais, ils te demandent de commit sur un truc et ils te disent oui, on espère finir à la fin du mois. Mais en fait, t'espères finir. Non, c'est soit tu fais pas. Et en gros, plus les gens ils traînent, je connais des gens, ils mettent genre, je sais pas, 10 mois, 1 an à lever des fonds en early stage. Alors que s'ils avaient passé leur énergie à closer des gens, ils auraient passé moins de temps à essayer de récupérer de l'argent à droite à gauche, ils auraient signé beaucoup plus de clients, leur boîte serait beaucoup plus grosse et ils lèveraient beaucoup plus rapidement. Si tu n'arrives pas à lever quand tu as des contraintes précises de temps, c'est juste que ce n'est pas le moment pour toi de lever. Et donc retourne sur le business, retourne sur le closing et laisse les chiffres parler par eux-mêmes. Donc ça, c'est un truc très très important. Donc ça, c'était le process. L'autre point, évidemment, comme je vous ai dit, pourquoi pas besoin de deck? En fait, un investisseur, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde les chiffres. Donc oui, tu peux avoir 3-4 slides ou un Notion Doc comme ce qu'on a fait, tu vois. Mais en fait, la réalité, c'est que les mecs, ce qu'ils veulent voir, c'est tes chiffres. Et nous, les chiffres, en fait, ils parlaient d'eux-mêmes. Et c'est pour ça, c'est que quand tu arrives à créer une boîte qui est ultra stylée, en fait, c'est normal que les investisseurs, ils se plient à toi, en fait. Parce que eux, leur objectif, c'est de faire plus d'argent avec l'argent qu'ils managent. Ce n'est pas leur propre argent. Donc, comme ce n'est pas leur propre argent qu'ils investissent, la plupart, je parle de fonds VC, gross equity, private equity, etc. En fait, eux, ils doivent répondre à une seule question, c'est est-ce que j'ai suffisamment confiance dans cet entrepreneur pour faire fructifier mon argent afin que ça soit un investissement rentable. Et la seule façon de leur prouver ça, c'est que tous les mois, depuis X temps, en fait, tu arrives à délivrer sur ta promesse. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est les investisseurs n'achètent pas, je crois que c'est Grégoire qui disait ça récemment dans une de ses vidéos, Grégoire Gambato. Allez checker sa chaîne, elle est très cool. Il disait les investisseurs n'achètent pas sur une photo, ils achètent sur une vidéo. Et c'est pour ça qu'en fait, si tu as envie de construire une confiance ultime avec les investisseurs, envoie-leur un premier message jour 1, même quand tu ne veux pas lever, et tu leur dis voilà où on est. Voilà où on sera dans 6 mois et dans 6 mois, je pense qu'à ce moment-là, on vous recontactera potentiellement pour lever. En fait, si 6 mois plus tard,
tu as délivré sur les métriques, donc sur le chiffre d'affaires, le churn, peu importe, que de ta boîte, bah, évidemment que les mecs ils se disent bah, ce gars il nous a fait une promesse il y a 6 mois, il y est aujourd'hui et il avait dit que ça mettrait 6 mois. Donc quand tu vas leur dire je vais faire cette même promesse pour dans 3 ans, bah, en fait ils auront beaucoup plus l'envie de te croire. Une fois de plus, on revient sur le fameux triangle de la confiance, la crédibilité. C'est super important et la fiabilité, c'est super important et c'est assez simple de le construire en étant juste un peu organisé et structuré. Ensuite, un point qui est quand même important, donc c'est de faire jouer la concurrence et c'est pour ça que le momentum est très important. Donc nous, à l'époque, en fait, on avait reçu plusieurs term sheets de différents fonds et là, après, moi, j'ai décidé de choisir ceux avec qui, en fait, le deal, j'ai structuré de 2 façons. Un, je voulais que les termes soient avantageux et 2, je voulais que je m'entende bien avec les fonds, mais surtout qu'ils aient en fait ce côté où je sais qu'ils peuvent pas me faire chier. Et ça, c'est super important. Après, peut-être pour d'autres personnes, c'est pas très important et tout, mais moi, en fait, je voulais être sûr de contrôler le board. Donc, tu vois, aujourd'hui, que ce soit pour une vente ou quoi, si j'ai pas envie, ça passe pas. Je voulais contrôler le board dans le sens où je suis majoritaire, je détiens quasiment 70% de la boîte. Au niveau des voting rights, donc des droits de vote, pareil, tu vois, tu fais attention à ne pas te retrouver minoritaire parce que tu as des gens qui détiennent potentiellement 55% de leur boîte, mais en fait, au niveau des votes, ben, ils peuvent se faire dégommer, quoi. Ils peuvent se faire jarter en tant que CEO et ça peut créer, enfin, des histoires comme ça, j'en ai plein. Donc ça, c'est le premier point super important. Et un autre point qui est vraiment important, et je vais te raconter une petite anecdote qui s'est passée pendant ce deal, c'est en négociation, ton plus grand levier et ta plus grande force, c'est de pouvoir quitter la table. Et donc en fait, toutes les boîtes qui ont déjà levé et qui ne sont pas rentables et qui rentrent dans un tour, si leur croissance ou si leur chiffre n'est pas exceptionnel, c'est là où ils se font dégommer. C'est là où ils se font diluer beaucoup plus, c'est là où ils prennent des liquides prefs dans tous les sens, qui perdent leur droit de vote, que ça devient en fait un peu la bitch des investisseurs, quoi. Et ça, c'est un truc que tu veux éviter à tout prix. C'est un truc que tu veux éviter à tout prix et c'est pour ça qu'à chaque fois que tu rentres dans une négociation, il faut que tu puisses quitter la table. Et en gros, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de commencer à bosser avec un fonds parce que je savais, donc le fonds de Gross Equity, qui est Expédition Grosse Capital. J'ai voulu bosser avec eux parce que le managing partner, donc le créateur du fonds, était quelqu'un en qui j'avais plutôt confiance et où je me disais il va pas me faire chier. Et j'avais fait un peu un ref check. Donc en général, ce que tu fais, c'est que tu appelles des fondateurs de boîtes dans lesquelles lui, il a investi. Tu essayes de trouver des boîtes pour qui ça se passe très bien et des boîtes, par exemple, qui ont fermé. Comme ça, tu sais quel type de personne il est lorsque rien ne va plus et que la boîte, elle va potentiellement au tapis. Et donc, j'avais eu un founder qui avait monté une boîte et lui, il avait eu des grosses galères pendant le Covid. Sa boîte, elle avait fermé et ils avaient levé quand même 15 ou 20 millions avec eux. Et donc, il m'avait dit que Oliver était un mec super droit, super clean, etc. Donc, je m'étais dit, bah, top. Donc, quand tu as choisi le fonds parce que tu as eu une term sheet, bah, là, en gros, tu décides de rentrer dans la phase de due diligence. Donc, c'est là où ils vont regarder, ils vont faire venir en général plusieurs boîtes d'audit, audit technique, voir qu'il y a vraiment un produit, que la tech existe, etc. Audit financier, donc là, nous, je crois que c'était Ernst & Young qui était venu chez nous, ils auditent tous tes comptes, ils regardent voilà, les comptes bancaires pour vérifier que tout est bon, les rapprochements avec Stripe, les factures, le grand livre des comptes, enfin tous les trucs un peu chiants que tu veux externaliser le plus possible à un CFO ou quelqu'un qui fait de la finance et qui adore Excel. Et après, pendant cette phase-là, si globalement tout ce que tu as dit c'était vrai, bah à la fin le deal se fait et toi tu récupères l'argent. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé pendant cette phase de due diligence, et ben en fait c'était l'été du coup 2021. Et nous en fait avec l'Emlist, on a toujours eu un peu de saisonnalité. C'est-à-dire que juillet et août, c'est pas les meilleurs mois. Ça ralentit un petit peu et globalement, ça s'explique par les vacances. Aux US, tu as la fête nationale le 4 juillet. Donc, il y a des choses qui se passent qui font que ça ralentit un petit peu. Et vu que ça ralentissait un petit peu, l'investisseur, il a commencé à paniquer. Et je te raconte cette histoire parce que je pense que c'est important et c'est pour te montrer en gros qu'il faut parfois savoir porter ses balls quand tu fais un deal.
en fait, il a paniqué et du coup, il m'a dit qu'il commençait à avoir peur et il avait peur que notre croissance ralentisse. Et il m'a dit, est-ce que ça te va si le deal, c'est plus 30 millions en cash, mais c'est 15 millions en cash maintenant et 15 millions en cash quand tu débloqueras un certain milestone. Il voulait nous dire quand on allait dépasser 10 millions d'ARR. Je crois qu'à l'époque, on était proche, on était peut-être à genre 8,5 ou 9 et il me disait à 10. Et en gros, sur le papier, tu peux te dire, franchement, les 10 millions, on va les atteindre même avant la due diligence. Ça sera peut-être 2 mois ou 3 mois, donc un mois après la due deal, un mois après que le deal se fasse. Franchement, oui, tu vois, c'est 30 millions, c'est 10 millions dans ma poche, et je vais pas cracher dessus. Eh ben non. En vrai, à ce moment-là, je me suis posé et j'ai été clair, tu vois. Parce que la réalité, c'est que quand tu as un board, c'est uniquement une question, et ça sera toujours une question de rapport de force. C'est de la politique. La politique, c'est toujours un rapport de force. Et si tu acceptes que quelqu'un qui t'avait proposé dans un premier temps un deal décide de le changer en cours de route alors que rien n'a changé, c'est-à-dire que tous tes chiffres et tout ce que tu avais donné et donc ce sur quoi le deal initial avait été créé, rien n'a changé, et cette personne décide de changer en cours de route, c'est un rapport de force que tu ne peux pas accepter. C'est potentiellement baisser sa culotte, quoi. Et donc au gars, je lui ai dit, j'ai été très cash. Je me rappelle très bien, à l'époque, on avait des bureaux au 8e étage chez Partech. Donc on était bien installés avant qu'ils nous virent. Mais bon, ça c'est notre histoire. Et du coup, à ce moment-là, j'étais en call avec lui. Et genre là, je lui dis en fait, pour moi, on avait un deal. Toi, tu es en train de ne pas respecter le deal. Donc je suis en train de me poser la question de savoir si tu es le bon partenaire pour faire ça. Moi, toutes mes relations, elles sont basées sur la confiance. Et quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Aujourd'hui, j'ai été ultra transparent. Tous les chiffres que je t'avais donnés, c'est exactement les chiffres que tu vois lors de l'audit. Donc pour moi, il n'y a aucune raison que tu changes les termes du deal. Mais le fait que tu veuilles les changer, ça en dit quand même un peu plus long sur toi que sur moi. Et je me pose des questions sur le fait si oui ou non j'ai envie de faire le deal. Et j'ai besoin de réfléchir. Et j'ai laissé un fat silence. Et il était ultra gêné. Le silence, il a dû durer peut-être 10 secondes. C'est vraiment long, 10 secondes de silence. Et à la fin, j'ai dit que j'avais un rendez-vous et que je devais partir. Pendant ce rendez-vous que j'avais juste après, mon téléphone, il a sonné genre 3, 4, 5 fois. Genre vraiment un peu comme... tu sentais qu'il y avait un truc important, mais j'étais en rendez-vous, donc je n'allais pas répondre. Je vois que c'était Oliver qui m'appelle. Je décroche le téléphone. Et là, du coup, il me dit, non, écoute, c'était I fucked up, tu vois, genre j'ai déconné, j'aurais pas dû faire ça. Et du coup, on est reparti sur les termes. Je pense que, tu vois, pour me mettre à sa place, je comprends parce que tu as une boîte qui est en train de grossir de façon exponentielle, tu n'as pas forcément l'historique et le contexte. Et donc, d'un coup, tu vois que ça ralentit et là, tu te dis, putain, c'est quand même 30 millions que je donne que du cash. Donc, ça veut dire que les founders, ils s'enrichissent de ouf. Si ça ralentit, si c'est pas le bon deal, pour lui, tu vois, c'est le premier fonds qu'il a créé. Donc, il veut que ça soit quand même bien. C'est un mec qui avait beaucoup d'expérience en fonds parce que bon, il a bossé dans plein de fonds avant, mais là c'est son propre fonds. Donc j'ai compris, tu vois, je me suis mis à sa place et j'ai apprécié le fait qu'il m'appelle pour dire bah non, j'ai déconné. Et à ce moment-là, tu vois, je me suis dit bah c'est un bon gars, tu vois. Si tu peux parler ouvertement avec les gens et dire que tu as déconné, c'est cool parce que moi je sais que pendant notre relation, je vais déconner. Je sais que lui aussi il déconnera, mais qu'à partir du moment où la communication elle est ouverte, bah en fait, on sait qu'on pourra toujours bosser par la suite. Et c'est à ce moment-là, tu vois, que je me suis dit que c'était la bonne personne. Et du coup, quelques semaines après, c'était terminé la due diligence et on recevait les 30 millions de dollars, donc 10 millions chacun. Et ça, en fait, c'est un point qui est extrêmement important, c'est que tu veux toujours être la personne en contrôle et que tu as la possibilité de le faire quand ta lifetime, elle est infinie, quand ta durée de vie est infinie, et ta durée de vie, elle est infinie uniquement quand tu es rentable. La raison pour laquelle c'était facile pour moi de partir, évidemment, c'est pas facile de dire non à 10 millions dans ta poche, 30 millions total pour le deal. Mais en fait, comme je savais qu'on était en pleine croissance, que j'avais confiance dans ce qu'on allait faire, je me dis si c'est pas maintenant, bah en fait, soit je le ferai avec un autre partenaire, soit en fait j'attendrai, je sais pas moi, 1 an et j'aurai encore un meilleur deal. Et ça, c'est ultra important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était utile. Je te souhaite une excellente journée et à bientôt. Bisous. Pouh.